and a way for the people that support us and never see us vulnerable because we act too cool. You know what I'm saying? Vulnerable, vulnerable, vulnerable because we act too cool. Bonjour mes petits jambons, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais je ne pouvais pas ne pas la faire. Le procès de P. Diddy qui soulève une question controversée. Est-ce que Cassie est une vraie victime ? Ou est-ce que c'est une michto qui a largement profité des années qu'elle a passées aux côtés de Diddy et qui aujourd'hui retourne sa veste pour se faire un max de blé? On va répondre à cette question tout de suite, c'est parti! En réalité, il s'agit d'une réaction à la vidéo de Daniel le Russe, Diddy détruit par Cassie. Tout le monde connaît l'histoire, je pense, alors sauf si tu es un ermite perdu sur une île déserte et au fin fond d'une grotte sans internet, mais techniquement tu connais l'histoire. Bon, maintenant si tu es un ermite, je vais poser le décor quand même. Les autres, vous pouvez aller directement à cette watch time que je vais également mettre en barre d'infos. Alors, le contexte, Cassie a signé un contrat chez Bad Boys Records, donc le label de P. Diddy, anciennement Puff Daddy. Puis les deux entament une relation amoureuse plus que toxique, très toxique, à plusieurs niveaux. La violence physique, les sévices sexuels et la drogue. Alors, détaillons un petit peu. Les violences physiques, Cassie, c'est une piñata, d'accord? P. Diddy, il joue au foot avec sa tête, et ce, devant témoins, voilà, donc ça c'est fait. Les sévices sexuels, Diddy va initier Caddy à ses freak-off, donc les soirées tout de blanc vêtues, qui ont l'air très chic vues de l'extérieur, alors qu'en fait, c'est le truc le plus sale qui existe dans l'univers. Il s'agit ni plus ni moins d'orgies sexuelles géantes, des partous, des changismes et de tout ce que tu veux. Et ces orgies, elles durent 2 à 4 jours non-stop. Donc, dans ces soirées, on retrouve plein de célébrités et des célébrités que tu connais forcément. Des escortes en masse, des fois c'est par cargo entier, hein, il peut y avoir des centaines d'escortes. De la drogue, de l'alcool et de l'huile de bébé qui coule à flot. Il y a aussi la présence de mineurs, et quand je dis mineurs, c'est très jeune, c'est-à-dire en dessous de 15 ans. Et autre détail important, tout était filmé à l'insu des invités, parce qu'en fait, Diddy posait des caméras partout, et ça, on va y revenir. Pour donner un petit peu une idée de à quel point ça va loin dans les extrêmes, ce genre de partouze là. Il y a un des hôtels qui avait été loué pour l'une de ces soirées, donc c'était un penthouse. Il a été tellement saccagé et ravagé que Diddy a dû payer, asseyez-vous, 46 000 $ de réparation. Alors, entre autres dégâts, le sol, les murs et le plafond étaient recouverts de fluides corporels. Tous les fluides corporels, le sperme, l'urine, du sang et les matières fécales. Donc le sperme, on comprend l'idée. Par contre, le pipi et le caca, pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Diddy est un adepte de toutes les perversions sexuelles qui puissent exister, toutes les déviances qui puissent exister. Et en l'occurrence, les golden shower, donc la pratique qui consiste à uriner sur son partenaire. La scatophilie, qui consiste à déféquer sur son partenaire. Bon, là, c'est déjà assez dégueulasse, mais non, pour Diddy, ce n'est pas assez, il faut aller un petit peu plus loin. Lui, il veut que ce soit dans la bouche de Cassie. Donc, Cassie, c'est une porte-à-potty. Vous savez, c'est toilette portable, autrement dit un pot de chambre. Donc, lui, il voulait voir Cassie se faire pisser dans la bouche. Suite à quoi, des fois, elle risquait de s'étouffer parce qu'il y en avait trop. Alors apparemment, il était aussi un petit peu fan de bukkake, vous savez, cette pratique qui consiste à recouvrir intégralement le corps d'une femme de semences. Et en fait, il fallait absolument qu'une fois que Cassie était recouverte de la tête aux pieds de sperme, qu'elle mette une partie de ce sperme sur le torse de Diddy. Voilà, c'était son kiff. Diddy était aussi très voyeuriste et il adorait regarder Cassie se faire prendre par tout un tas de bonhommes. En même temps, je précise, par devant, par derrière, par dessus, en diagonale, dans les narines, enfin bon bref, par tous les orifices possibles. Et ce, y compris quand elle avait ses règles. Toutes ces pratiques extrêmes lui créaient des infections, en l'occurrence des infections urinaires. Certaines de ces infections sont irréversibles, elle les a à vie. Et des infections au niveau de la bouche, à force de faire des fellations. Les antibiotiques ne fonctionnent plus du tout, ne la soignent plus, donc elle va garder des séquelles à vie. Voilà, donc comment vous dire, Sodome et Gomorrhe ont brûlé pour moins que ça. Vraiment, et je pèse mes mots parce que là, ce que je vous ai dit, c'était vraiment très résumé, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc ensuite, le troisième point toxique étant la drogue. Alors il faut savoir que Diddy est déjà un très gros consommateur, et c'est lui qui initie Cassie aux drogues. Et ce n'est pas tout, il contrôle aussi sa consommation, c'est-à-dire qu'il décide qu'est-ce qu'elle doit prendre, où, quand, avec qui,
et de quelle quantité. Évidemment, il y a aussi un avantage à la drogue, c'est que pour tenir 2 à 4 jours sans dormir dans des orgies sexuelles, il faut être un petit peu chargé quand même, parce que ce n'est humainement pas possible, il faut du dopage quand même. Ça sert aussi à désinhiber et à exciter, dans le but que la personne fasse des choses extrêmes et dégradantes, pratiques qu'elle aurait très certainement refusé de faire si elle avait été sobre. Donc partons quand même du principe que la notion de consentement est très floue. Je pense même que c'est un concept très 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 abstrait pour P. Diddy. Je suis même pas sûre qu'il connaisse le mot. C'est un mystère pour lui. Il n'a pas encore percé ce mystère. Et à ça, il faut ajouter aussi le fait que, comme je l'ai dit, les médicaments opioïdes antidouleurs qui ne font plus effet. Et le problème, c'est que Cassie, elle a tellement mal qu'elle va prendre des drogues quotidiennement pour apaiser ses souffrances, tout simplement. Donc on peut clairement dire que c'est à cause de Diddy que Cassie devient toxicomane. Donc, au bout de 10 ans de calvaire, Cassie décide de quitter Diddy et elle porte plainte officiellement. Pour faire en sorte que ça ne fuite pas, Diddy il expédie l'affaire très vite, c'est-à-dire en moins de 24 heures, en versant une grosse somme d'argent pour acheter le silence de Cassie. Elle a l'obligation de garder tout cela secret. Donc voilà, c'est réglé, Cassie s'en va, fin de l'histoire. Non, parce qu'en fait c'est là que tout commence. En portant plainte, Cassie ouvre la boîte de Pandore, mais vraiment là toutes les immondices de la planète vont sortir de cette boîte. En fait, elle a ouvert une brèche dans laquelle énormément de victimes vont s'engouffrer. Donc là, les vannes sont ouvertes, les plaintes pleuvent. On parle quand même de 130 accusations. Des accusations tellement accablantes que, à un moment donné, la justice ne peut pas fermer les yeux dessus. On est obligé de se pencher sur le sujet. Et c'est là qu'a lieu le scandale, le plus gros scandale de l'industrie musicale. Vraiment, c'est l'affaire du siècle, une affaire sans précédent. Et c'est comme ça que s'ouvre le procès de Diddy. Cassie est appelée à témoigner et c'est là que ça se gâte dans la tête de beaucoup de gens, dont la réaction de Daniel, dont voici l'extrait. Mais ce qui reste quand même louche, c'est que Cassie a reconnu devant le tribunal qu'elle a réglé cette histoire de V pour 20 millions de dollars. En fait, elle a été payée par Diddy pour rester sous silence. Bon après, c'est son choix, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus clean, si tu veux être honnête, parce que là, au final, à peine genre un an et demi après, elle refait un procès. Et balance toute la vérité alors qu'elle a pris l'oseille. Avouez que c'est pas super clean. Alors, pourquoi Cassie porte plainte une deuxième fois? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que quand elle a porté plainte en 2023, et qu'elle a été payée, c'était un procès civil. Or, le procès actuel de P. Diddy est un procès fédéral. Pourquoi? P. Diddy n'est pas du tout inculpé pour ce qu'il a fait à Cassie, mais pour harcèlement sexuel sur ses employés, abus sur mineurs, soumission chimique, c'est-à-dire droguer quelqu'un à son insu ou en la menaçant pour en abuser. Et on sait que Diddy utilisait du GHB, donc la drogue du dollar, et de la kétamine pour exciter, et qu'il le faisait à l'insu du plein gré des gens, la plupart du temps, ou alors en utilisant la menace et en l'occurrence du chantage via ses petites vidéos, car souvenez-vous, Diddy filmait absolument tout. Donc il a des dossiers sur tous ses invités, mais vraiment tous. Et donc, s'il refuse de faire quoi que ce soit, il a juste à les menacer de balancer la vidéo sur Internet, qu'effectivement, là, il y a menace. Et enfin, trafic sexuel et proxénétisme. Diddy fait ce qu'on appelle de la prostitution interétatique, c'est-à-dire d'un État à l'autre, voire même international. Il faut comprendre que transporter des escortes, ou pour le dire plus simplement, des prostituées, hommes ou femmes d'ailleurs, il y avait les deux, le fait de faire acheminer la marchandise humaine d'un État à un autre ou d'un pays à un autre, c'est du trafic humain, c'est du trafic sexuel. Et ça, c'est un crime fédéral. Et selon la loi américaine, Cassie doit témoigner, pas pour obtenir réparation pour ce qu'elle a subi, puisqu'elle a déjà obtenu réparation, puisqu'elle a été payée, mais là, l'enjeu, c'est de déterminer si Diddy est bien responsable de trafic humain. Et forcément, qui est la mieux placée pour en parler que Cassie, puisqu'elle a participé à la majorité des freak-offs et qu'elle en a même organisé. Donc, elle a le plus de détails et le plus d'éléments à charge. Donc, c'est tout à fait logique qu'on la fasse témoigner.
témoigner. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle n'est pas là en tant que plaignant, elle est là en tant que témoin parmi les autres témoins qui vont être interrogés à la barre, dont Usher, et ça on va y revenir. Donc non, ce n'est pas un autre procès Cassie versus Diddy, ce sont deux affaires différentes. Et de toute façon, elle n'a pas le droit de porter plainte une deuxième fois puisque l'affaire a déjà été traitée juridiquement. Donc voilà, ça c'était très important que vous le compreniez pour la suite. Maintenant, on peut aussi se poser la question, est-ce que Cassie est une victime ou une complice ? Et là, en fait, la stratégie de la défense, elle est très simple, c'est décrédibiliser le témoin. Faire le procès de la victime et non du coupable, c'est une technique courante, voire systématique, principalement dans les affaires de viol. Et généralement, on va accuser la victime d'être soit consentante, complice, vénale et bête. On va détailler. Consentante. Est-ce que Cassie était consentante ? Je rappelle que Cassie était droguée H24. À partir du moment où tu es sous substance et une substance qui altère ton jugement, tes capacités de réflexion, de raisonner, de prendre des décisions, qui altèrent tes capacités même physiques, il ne peut pas y avoir de consentement. Ensuite, à ça, il faut ajouter le fait qu'elle était tellement ravagée que certains escortes et certains partenaires hésitaient à coucher avec elle. Encore un autre détail, si on peut appeler ça un détail, Diddy la battait devant les autres et il l'humiliait en public s'il n'était pas satisfait de sa prestation. Voilà pour le consentement. Ensuite, complicité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les avocats de Diddy ont sorti des vieux textos où Cassie affirme qu'elle aimait les freak-offs, qu'elle les a organisés. Alors, il faut remettre ça dans le contexte. Premièrement, elle disait à Diddy ce qu'il voulait entendre. Et deux, elle était forcée. Voici sa déclaration. « Je n'ai pas choisi, j'ai été contrainte. Ce que j'ai eu, ce n'était pas une récompense, c'était le prix à payer pour survivre. Il contrôlait tout. Ma vie, ma carrière, mes amis, jusqu'à mes propres pensées. Je n'avais pas le choix. Si je refusais, je perdais tout. » Comment Cassie pouvait tout perdre ? Eh bien, tout simplement à cause du chantage vidéo dont j'ai parlé précédemment. Pour faire un petit parallèle, vous allez comprendre en fait. La fin de la carrière de Janet Jackson a eu lieu au moment du Super Bowl où Justin Timberlake a arraché une partie de son vêtement et a dévoilé un sein. Ce sein-là, au Super Bowl, a ruiné la carrière de Janet Jackson. Juste un nichon, les enfants. Un nichon. Or, la vidéo de Cassie avec laquelle Diddy l'a menacée contenait une scène où Cassie couche avec plusieurs escortes, où elle se vomit dessus parce qu'elle a pris trop de drogue, et où il y a aussi du sang, parce que, comme je l'avais dit, il la faisait coucher même quand elle avait ses règles. Donc c'était vraiment très 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 graphique. Hein. Là, il y a clairement de quoi non seulement détruire sa carrière, mais sa vie. Souvenez-vous, Janex, elle a été cancel à cause d'un ibar. Donc maintenant, on va aborder le fait qu'elle soit vénale, c'est-à-dire qu'elle fait ça pour l'argent. Alors, regardez à quoi ressemble une femme vénale. Attention. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble son consentement entre gros guillemets. Je vais contextualiser cette vidéo. Donc c'était suite à un freak-off. Cassie et Diddy sont dans leur chambre d'hôtel et Sean est sous la douche. Donc Cassie, elle décide de profiter de cet instant pour s'enfuir de l'hôtel. Le problème, c'est que Sean s'en rend compte et là, il sait qu'il n'a pas de temps à perdre parce que si elle franchit la porte, c'est fini. Il met juste une serviette de bain autour de sa taille, il prend pas la peine de s'habiller. Il la course dans les couloirs, il la tabasse et la ramène de force dans la chambre, avant de lui faire subir un autre freak-off juste après, dans la même journée. Et Diddy a soudoyé l'hôtel pour qu'il efface les caméras de vidéosurveillance pour la modique somme de 10 millions de dollars. Au passage, l'hôtel a pris les 10 millions, mais il a quand même diffusé les images. Donc, qui est le plus vénal entre Cassie et l'hôtel ? Ensuite, l'argument comme quoi elle serait bête. Pourquoi elle a fait ça? Elle n'avait qu'à le quitter. C'est sa faute si elle est retournée avec lui. Ça, c'est généralement ce qu'on dit quand on veut faire passer une victime pour quelqu'un de bête. Alors, dans son témoignage, Cassie dit que Sean l'a violée après leur rupture, alors qu'elle était déjà en couple avec celui qui allait être son futur mari. Mais après, ce qu'elle va dire va clairement créer la division. Et c'est là où ça sème le doute.
Après cet incident, donc après avoir été violée par Didi, Cassie va de nouveau coucher avec lui une dernière fois, mais cette fois-ci, elle était consentante. La question logique qu'on puisse se poser à ce moment-là, c'est pourquoi? Et donc voilà la réaction de Daniel, justement. Parce que pour se justifier, elle répond juste « Bah, nous étions ensemble pendant 10 ans !» Enfin, excuse-moi, mais pour moi, c'est pas un argument. En fait, sa déclaration complète n'est pas que nous étions en couple pendant 10 ans, mais nous étions en couple pendant 10 ans, j'avais encore une forme d'admiration pour lui. Et ça, c'est un détail qui a toute son importance, parce qu'en effet, déjà d'une façon globale, on n'efface pas 10 ans de relation comme ça, surtout que là, dans le cas présent, ça a été une relation extrêmement intense. Cassie était éperdument amoureuse de lui, au point d'accepter l'inacceptable, donc de tels sentiments ne disparaissent pas après la rupture, et ce, même des années après la rupture. Et alors ça, pour le coup, je peux en témoigner parce que j'en ai fait l'expérience. Mon premier petit copain, on est sortis ensemble pendant 1 an. Il m'a fallu 2 ans pour cesser de l'aimer. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai continué à l'aimer. Et le copain que j'ai eu après, on est resté en couple pendant 2 ans. Et là encore, il m'a fallu un temps incroyable et surtout un énorme travail sur moi-même pour éteindre les sentiments que j'avais pour lui. Et je précise que ces 2 personnes étaient clairement des abuseurs. Donc oui, il est tout à fait possible de rester encore amoureux et d'avoir encore des bribes d'attachement et d'affection malgré toutes les horreurs qu'elle a subies. Ensuite, on peut aussi mentionner le syndrome de Stockholm, qui n'est pas un phénomène nouveau, on sait très bien ce que c'est-à-dire que la victime va pardonner son bourreau et elle va s'attacher à lui au point où même parfois elle va prendre sa défense. C'est-à-dire que si on attaque le bourreau, elle va le défendre. Et ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues, ça s'est déjà vérifié. Donc on continue là avec les propos de Daniel. Franchement, là je m'excuse, je vais pas faire du victim blaming, mais comment ça s'appelle ce genre de comportement? Une personne qui subit des violences, des humiliations, des abus pendant 10 ans, qui sait parfaitement ce qui l'attend à chaque fois, mais qui, volontairement, retombe toujours dans cet enfer. Genre, comment ça se fait que pendant 10 ans, tu restes avec une personne comme ça? Normalement, si t'es à peu près logique, au bout d'1 an, maximum, tu te barres. Ça, c'est une méconnaissance absolue du phénomène d'emprise. Il faut comprendre un truc, c'est que la victime est tellement dépendante, et là, je parle pas forcément de dépendance financière, mais surtout de dépendance affective. Elle est tellement dépendante affectivement de son bourreau qu'elle préfère mourir que vivre sans lui. D'ailleurs, elle pense même qu'elle ne survivra pas sans lui, qu'elle ne peut pas vivre, qu'elle ne peut pas respirer s'il n'est pas là. Et ça, je peux aussi en témoigner parce que j'en ai fait l'expérience. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans le commentaire que j'ai posté sous sa vidéo. Ensuite, on peut aussi mentionner le phénomène qu'on appelle l'impuissance apprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer 2 exemples. Le dressage des éléphants. Est-ce que vous savez comment on dresse un éléphant? On prend l'éléphanteau, quand il est tout bébé, on l'attache avec une corde à un arbre. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le laisser attaché comme ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, délai durant lequel l'éléphanteau va tout faire pour essayer de se libérer. Sauf que, logique, il ne va pas y arriver. Il n'a pas la force nécessaire pour se défaire de cette corde et surtout du pied d'attache qui est cet arbre. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'on va modifier sa perception de la réalité. C'est-à-dire que l'éléphant va considérer que cette corde, il ne peut pas s'en échapper. En fait, il va lier son impuissance à cette corde. Une fois adulte, c'est-à-dire que quand même là l'animal il pèse plusieurs tonnes, avec un coup de trompe, il t'éjecte la corde, le poteau et le bonhomme qui l'a attaché. Dans les faits, il est largement capable de s'enfuir. Sauf que ça, il ne le sait pas. Parce que ce qu'on lui a appris, c'est que cette corde le rend impuissant. Il n'est pas assez fort pour se défaire de cette corde. Et c'est comme ça que l'éléphant adulte, quand on lui met la corde au pied accrochée à un simple petit poteau, l'éléphant ne bouge pas. Il n'essaye même plus de s'échapper parce qu'il a intégré l'information « je ne peux pas m'échapper ». Et là, il y a une autre expérience qui va dans ce sens. Alors, expérience controversée et à juste titre, vous allez comprendre. Expérience qui consiste à électrocuter des chiens. On met un chien dans une cage et en fait, il y a une séparation dans la cage qui fait qu'il y a 2 espaces. Là où est placé le chien, il va recevoir des électrochocs. Et donc, pour échapper à ces électrochocs, il va passer de l'autre côté. Donc, il va sauter par-dessus la petite rambarde qui sépare la cage en 2 et il va se réfugier là où il est en sécurité.
L'expérience va durer comme ça un petit moment. Le chien intègre bien l'idée que pour échapper à la souffrance, il a juste à changer de pièce. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième phase de l'expérience qui là est particulièrement sadique, c'est qu'au moment où le chien va passer de l'autre côté, il va aussi recevoir des électrochocs. Qu'il soit à droite ou à gauche, ça ne change rien, il va prendre des coups de jus non-stop. Et il va se passer une chose incroyable, et en fait tout à fait logique, c'est qu'au bout d'un moment, le chien n'essaye même plus de trouver un échappatoire. Il n'essaye même plus de passer d'un endroit à un autre, de droite à gauche ou de gauche à droite. Il a compris que quoi qu'il fasse, il était impuissant, il ne peut pas échapper à la souffrance, et donc il se résigne et il ne bouge même plus. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de dire que l'animal, il est stupide, qu'il n'avait qu'à se rebeller, que c'est sa faute s'il s'est résigné à souffrir en silence? Ou alors, est-ce que votre indignation ne se retournerait pas plutôt contre les tortionnaires du chien, ceux qui l'ont fait souffrir? Parce que c'est exactement pour ça que ce type d'expérience est interdite. Rien ne justifie qu'on torture un animal. Ce qui m'amène à une autre question importante. Pourquoi on a la réaction inverse quand ce sont des êtres humains? Pourquoi est-ce qu'on blâme les victimes et non les bourreaux? Pourquoi est-ce qu'on cautionne la torture sur les êtres humains? Et enfin, là, je vais vous conseiller très très fortement la vidéo de Stevie de Music Feelings qui s'intitule « Didi, l'insoutenable vérité ». Il arrive à un moment donné à une conclusion et vraiment son argumentaire est incroyable. Donc vraiment, regardez la vidéo pour comprendre pourquoi il en arrive à cette conclusion. Il dit « Ce n'est pas une question d'argent, mais de contrôle ». Et il a également posé cette question « Et vous, qu'en pensez-vous » Et voici la réponse que j'ai postée sous sa vidéo. I mean, whatever Sean wants, I'm gonna do. Puisqu'il s'agit de pouvoir, on peut se demander quel est le pouvoir de Didi. Bien, le premier, c'est l'âge. Quand il se rencontre, Cassie a 19 ans, lui, il en a 36. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il a quasiment le double de son âge. Deuxièmement, sa fortune. À cette époque, il pesait plus de 700 millions de dollars. Ok, on continue. Troisièmement, son statut social, plus exactement sa carrière. Didi est le pilier de l'industrie musicale pop et R&B. Il peut faire et défaire une carrière en un claquement de doigts. Quasiment toutes les stars sont passées par lui, dans tous les sens du terme. Donc le mec, il est suffisamment impressionnant à ce stade-là, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas tout. Quatrièmement, le réseau. Il a des connexions partout, y compris en politique, donc il a le bras très très long. Cinquièmement, la violence. Alors oui, Didi est connu pour être très très sanguin. On sait qu'il tabasse ses partenaires, que il le fait devant les gens, il s'en cache même pas, donc c'est pas un secret. Il est mêlé à la fusillade qui impliquait le copain de J-Lo. Il a fait exploser la voiture de Kid Cudi. Et enfin, c'est un meurtrier. Voilà, rien que ça. Petite anecdote, il y a un homme de paille qui a été accusé d'un meurtre commis par Didi et qui a purgé la peine de prison à sa place. Mais quand il est sorti de prison, il a déclaré que, en fait, Didi avait fait pression sur lui pour que lui se porte volontaire pour être accusé. Il a plaidé coupable sous les ordres de Didi. Il y a le fait aussi qu'il y a très peu de doutes sur le fait que c'est lui qui ait tué Tupac. Et enfin, on peut dire qu'autour de Didi, il y a un cluster de pneumonie, parce qu'il n'y a pas moins de 3 personnes qui sont mortes subitement de pneumonie, dont son ex-femme, donc la femme de ses enfants, qui était sur le point de livrer ses mémoires dans un livre où elle expliquait sa relation avec Didi et tous les supplices qu'elle subissait. Quel curieux hasard ce timing, les enfants, quel curieux hasard. Mais ce n'est pas tout. Sixièmement, donc c'est le dernier point, le chantage. Il a 2 méthodes pour ça, les vidéos compromettantes, mais aussi acheter le silence des gens avec des petits chèques. Donc voilà, clairement, Didi est tout puissant. Alors maintenant, la question se pose. Elle a quoi, Cassie, en face de ça? Quel moyen de pression est-ce qu'elle a? D'où la question que j'avais postée en commentaire. Qui a l'ascendant dans cette relation? Qui est en position de force? Qui a les moyens de manipuler l'autre? Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Et enfin, j'ajouterai à ça, si Cassie était complice et vénale et tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'elle a gagné dans tout ça?
Parce que si elle est complice et vénale, techniquement, elle a gagné quelque chose. Alors, quand elle a signé avec Diddy, elle a signé pour un contrat de 10 albums. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme en fait. Généralement, les contrats sont pour 7 albums. Là, 10 albums, déjà, je sais pas si vous connaissez un groupe ou un artiste qui a déjà sorti une dizaine d'albums, parce que clairement, ça, c'est toute une carrière en fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un contrat d'exclusivité sur Cassie, sur toute sa carrière, que certains appelleront même carrément un contrat d'esclavage. Pourquoi ? Parce que tant qu'elle n'aura pas sorti 10 albums, elle ne peut pas quitter l'agence de Bad Boy Records, elle ne peut pas bénéficier des droits d'auteur, elle ne peut pas enregistrer ailleurs, elle ne peut pas signer ailleurs. Elle est pieds et poings liés. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'en fait, quand il a fait signer Cassie, c'était pas pour qu'elle devienne chanteuse, c'était pour la posséder. Et la réalité, c'est que au lieu de lancer sa carrière, il l'a enterrée. Donc concrètement, Cassie, si elle était restée chez son ancien label, ça se serait beaucoup mieux passé pour elle en fait. C'est-à-dire que elle, quand elle a vu que quand même P. Diddy lui propose un contrat, elle, ce qu'elle a vu, c'était un ticket d'or, c'est-à-dire un aller direct pour le succès, pour la gloire. Sauf qu'en réalité, c'était un aller simple pour l'enfer, pour ne pas dire la mort. Au final, Cassie, elle a tout perdu. Sa carrière, sa santé, certains de ses amis et quand même sa dignité. Puff jumped out. Me and Cassie sitting next to each other. My wife right here, Cassie right here. The nigga jumped off the bar, came on and said, yo, Cassie, tomorrow, I want you to shave the side of your head. And I was like, what the fuck kind of request is that? So I was looking at Cassie, I was like, I was like, you're not about to do that, are you? She said, well, I mean, whatever Sean wants, I'm gonna do. Il a été démontré que l'être humain fonctionne exactement de la même manière que les animaux dont j'ai parlé précédemment. Ce qui veut dire que les victimes de maltraitance ne sont ni bêtes ni consentantes. Elles sont dressées et conditionnées pour rester soumises quoi qu'on leur fasse subir. La plupart du temps, ce sont des personnes intelligentes, voire brillantes, mais elles l'ignorent car elles sont aveuglées par le mensonge de leur abuseur. Autre point important, le manipulateur distille constamment le chaud et le froid. Il compense chaque maltraitance par des mots doux, de belles promesses, des cadeaux et de la fausse affection pour anesthésier la victime jusqu'au prochain abus, qui d'ailleurs sera plus violent que le précédent. Et ce cycle infernal va se répéter encore et encore, des semaines, des mois, des années, voire toute une vie. Passer constamment du chaud au froid, de la brutalité à la douceur, de l'amour à la haine a un deuxième effet très pervers. Semer la confusion dans la tête de la victime. Elle devient incapable de distinguer ce qui est normal ou pas. À ça, il faut ajouter les menaces, dirigées soit vers la victime elle-même, soit sur ses proches, enfants, parents, amis. De ce fait, quand la victime ouvre les yeux, ces menaces l'empêchent de partir. Notez que tout ce que je viens de vous décrire, c'est exactement le mode opératoire de P. Diddy qui excelle dans l'art de la manipulation. Enfin, sachez que la dépendance affective est une véritable addiction au sens médical du terme, c'est-à-dire qu'elle va modifier la structure et l'équilibre chimique du cerveau. Elle provoque une explosion hormonale qui va activer le besoin de répéter le comportement qui a provoqué ce shoot hormonal dès que les effets euphorisants vont se dissiper, créant le manque. Et ce, même si ce comportement est destructeur. Et dans le cas présent, le comportement destructeur en question, c'est retourner vers son bourreau. Autrement dit, puisqu'il s'agit d'une addiction, être prisonnier d'une relation toxique n'est pas un signe de faiblesse ni un manque de volonté. Si tu es dans cette situation, écoute bien ceci. Un manipulateur est un dealer d'amour et tu dépends de lui pour recevoir cet amour, tout du moins cette contrefaçon d'amour. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre sans lui et pourquoi tu as besoin d'aide pour t'échapper de la prison dans laquelle il t'a enfermé. Contrairement à ce qu'il te fait croire, tu peux t'en sortir, tu peux vivre sans lui, et tu n'es pas seul. Il y a autour de toi des gens qui n'attendent qu'une chose, te venir en aide. Ces personnes sont très faciles à identifier. Ce sont celles dont ton bourreau t'a coupé. S'il t'a éloigné de ces personnes, c'est parce qu'il sait qu'elles t'aideront à retrouver ta liberté, ce qu'il ne souhaite pas, bien évidemment. Alors, fonce vers ces personnes et parle-leur. Je sais que c'est souvent la honte qui nous empêche de parler. C'est comme un aveu d'échec et on ne veut pas être confronté à un échec et on ne veut pas que les autres nous voient comme quelqu'un qui a échoué. Mais tu n'as pas échoué. La seule personne qui devrait avoir honte, c'est celle qui te fait souffrir, pas toi. Alors ne laisse pas cette honte t'empêcher de parler à des gens qui t'aiment vraiment. J'ai traité ce sujet sur un ton assez léger car c'était le seul moyen de le rendre, entre guillemets, digeste et supportable pour moi.
La réalité, c'est que ça me touche profondément. Premièrement, parce que j'ai moi-même été victime de manipulateurs. Et deuxièmement, parce que je connais des personnes qui sont actuellement prisonnières d'une relation toxique. J'ai fait cette vidéo comme on jette une bouteille à la mer, en espérant que le message qu'elle contient arrivera jusqu'à vous. Vous qui souffrez d'isolement, de carences affectives sévères et d'un manque total de sécurité. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ont fait l'erreur de juger Cassie. Arrêtez de la salir avec vos discours haineux, humiliants et dénués d'humanité. Elle a déjà été salie et humiliée de toutes les pires manières possibles. Et par extension, arrêtez de salir la réputation de toutes les victimes en général. Elles ont déjà suffisamment souffert. Elles n'ont pas besoin de votre haine en prime. Cessez donc de juger ce que vous ne comprenez pas. Car c'est à cause de ce jugement que l'écrasante majorité des victimes ne portent pas plainte, que leur abuseur court toujours dans la nature et qu'il pourrait s'en prendre à vos enfants. Cette vidéo n'est pas terminée. En faisant le montage, je me suis rendu compte qu'elle durait plus d'1 heure, alors j'ai décidé de la couper en 2. Je posterai la deuxième partie dès que possible, partie qui concerne Justin Bieber. Son cas à lui aussi est très lourd, je ne m'attendais pas à tout ce que j'ai trouvé sur lui. Donc, si je peux vous donner un conseil, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite de cette vidéo, qui sortira quand ma santé le permettra. D'ici là, mes petits bouchons, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.